Mes chers collègues, je vous propose de débuter nos travaux. En préalable de cette audition, nous devons nommer un rapporteur sur la pétition numéro 1999, abandon du projet d'autoroute Toulouse-Castres A69 à 680, qui a recueilli plus de 10 000 signatures. J'ai reçu du groupe Renaissance la candidature de Madame Huguette Tchekna. Est-ce qu'il y a des oppositions à cela ? Pas d'opposition, il en est ainsi décidé. Chers collègues, nous en venons à l'audition de ce matin. En application du 5e alinéa de l'article 13 de la Constitution et de la loi organique du 23 juillet 2010, nous allons auditionner M. Thierry Guimbaud, que le président de la République propose de nommer aux fonctions de président de l'autorité de régulation des transports, l'ART. Monsieur Guimbaud, je vous souhaite la bienvenue dans notre commission, que vous connaissez bien au regard de votre implication et de votre connaissance des sujets liés à notre commission, notamment sur les sujets de transport. Je rappelle, chers collègues, la procédure que vous connaissez tous bien désormais. Ça évitera qu'on pose plusieurs fois les questions pendant l'audition. L'audition d'aujourd'hui, qui est publique, sera suivi d'un vote par scrutin secret, effectué par appel nominal et hors la présence de la personne auditionnée. Aucune délégation de vote ne sera possible. Le dépouillement du scrutin aura lieu à la suite de la présente audition, puisque M. Guimbaud a été entendu plus tôt ce matin par la Commission de l'aménagement du territoire et du développement durable du Sénat. Comme le prévoit notre règlement, nous avons nommé un rapporteur sur cette proposition de nomination, M. Gérard Leseul, qui, une fois n'est pas coutume, comme à chaque fois, M. Leseul a fait un travail de qualité, de très grande qualité. Il a élaboré pour notre commission un questionnaire qui a préalablement été envoyé à M. Thierry Guimbaud, dont les réponses vous ont été diffusées. Monsieur le rapporteur, merci pour ce travail. Avant de céder la parole à notre rapporteur, je voudrais souligner, chers collègues, l'importance de la fonction pour laquelle vous êtes proposé, Monsieur Guimbaud. L'autorité de régulation des transports est en effet un acteur incontournable, chers collègues, incontournable du secteur des transports. Ces décisions et ces avis sont toujours suivis avec attention par notre commission, en raison de leur caractère véritablement structurant pour nos mobilités, mais aussi au regard de la qualité des travaux qui sont proposés. Elle est aussi un acteur, un interlocuteur indispensable pour le travail parlementaire, car nous reconnaissons tous son excellence et son expertise. C'est ainsi que nous avons tous suivi avec attention ces travaux, notamment sur les concessions autoroutières, sujet d'actualité s'il en est. Monsieur Guimbaud, c'est donc avec un très grand intérêt que nous vous écouterons sur votre ambition pour cette autorité de régulation. Je cède maintenant la parole à notre rapporteur, Monsieur Gérard Leseul, puis Monsieur Guimbaud, je vous laisserai la parole. Monsieur le rapporteur, la parole est à vous. Merci Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs les députés, chers collègues, Monsieur Guimbaud. Nous sommes réunis aujourd'hui pour étudier et nous prononcer sur votre candidature à la présidence de l'autorité de régulation des transports sur le fondement de l'article 13 de la Constitution. Si l'exercice nous est devenu familier, il n'en demeure pas moins essentiel au nom des missions de contrôle du Parlement. L'ART est devenue un acteur incontournable dont les pouvoirs et le champ de compétences n'ont eu de cesse de s'accroître ces dernières années. À sa création, seul le ferroviaire est dans l'escarcelle de l'autorité et s'y ajouteront, au gré des lois, le secteur routier en 2015, le tunnel sous la Manche, les aéroports, les données et la RATP. Depuis sa naissance, l'ART a veillé à gagner en technicité et la qualité de ses études et de ses analyses, comme l'a évoqué tout à l'heure le Président, fait aujourd'hui référence. Nous avons pu prendre connaissance, M. Guimbaud, des réponses au questionnaire préalable qui vous a été envoyé. Et dans vos réponses, vous y soulignez votre très bonne connaissance du secteur des transports, où vous avez exercé l'essentiel de vos fonctions jusqu'à votre dernier poste comme directeur général de Voies navigables de France.
Cette connaissance vous conférerait une opérationnalité rapide à la tête de l'ART, dont la présidence est vacante malheureusement depuis 18 mois. Vous y insistez également sur votre indépendance technique et intellectuelle, essentielle au fonctionnement d'une autorité administrative indépendante. C'est une vision que je partage totalement. Je vous demanderai néanmoins quelques précisions sur vos réponses. Concernant la consolidation des pouvoirs et compétences de l'ART, vous avez estimé qu'une harmonisation des pouvoirs et des compétences entre secteurs régulés pouvait être envisagée, notamment pour le secteur aéroportuaire. Pouvez-vous nous préciser et détailler vos ambitions pour l'autorité dans ce domaine? Vous évoquez aussi largement le rôle de l'ART face à l'impératif climatique, bien que l'autorité ne dispose pas de compétences spécifiques dans ce domaine. Et nous vous remercions d'ailleurs de porter un intérêt vif à la transition environnementale. Mais dans vos réponses, vous indiquez que la prise en compte de l'acceptabilité sociale des mesures en constitue une condition centrale de succès pour réussir cette transition écologique. Vous esquissez d'ailleurs une piste pour le législateur en suggérant une disposition qui prévoirait que les missions de l'ART contribuent à la transition écologique. En tant que président de l'ART, demain, compteriez-vous plaider pour une évolution en ce sens auprès des parlementaires? Et pouvez-vous revenir sur les modifications législatives qui pourraient renforcer l'ART? De même, vous prenez dans vos réponses l'image de la Creux comme un objectif presque comme une ambition. Quels sont les objectifs prioritaires que vous souhaitez assigner à l'ART pour être un acteur de premier plan de la politique des transports? Et enfin, vous évoquez les moyens en les qualifiant de dimensionnés au plus juste, ce qui est une manière un peu élégante de dire qu'ils sont sous-dimensionnés. Et pouvez-vous préciser votre objectif budgétaire en la matière? Je vous remercie, Monsieur Guimbaud. Merci, monsieur le rapporteur. Monsieur Guimbaud, la parole est à vous. C'est bon? C'est bon? Mesdames et messieurs les députés, ah oui, effectivement, on m'entend mieux, je pense. Je suis très très honoré d'être devant vous ce matin suite à la proposition du président de la République de me nommer à la présidence de l'ART. Cette préposition est un honneur, ça va de soi, et je le vis comme tel, parce qu'elle a beaucoup de sens pour moi. Vous l'avez dit, monsieur le président, vous l'avez dit, monsieur le rapporteur, pour quelqu'un qui est consacré une bonne partie, voire l'essentiel, de sa carrière au transport secteur qui m'a beaucoup apporté. Et cela un moment stratégique pour lui, je le crois, et j'y reviendrai. Je l'aborde aussi avec une profonde humilité, car je sais, vous l'avez dit, monsieur le président, vous l'avez dit, monsieur le rapporteur, vous le direz sans doute de vos interventions, le rôle essentiel que joue cette institution aujourd'hui dans le paysage des transports dans notre pays, et même au-delà d'ailleurs, en Europe, puisque c'est un régulateur européen reconnu. Alors, si vous permettez, je dirais quelques mots rapides sur mon expérience. Vous l'avez évoqué, je l'ai réévoqué de mon côté. Je la crois assez essentielle dans l'exercice des missions que j'accomplirai si vous le confirmez. Je poursuivrai ensuite sur un aspect essentiel de ma candidature à mes yeux et pour lequel je sais, par les nombreuses discussions que j'ai avec vous, que vous avez aussi manifestées, c'est celle de mon indépendance personnelle au service d'une autorité de régulation qui, effectivement, existe par son indépendance. Et puis enfin, j'achèverai mon propos sur les grands enjeux, les grands défis que je vois, que je pressens, tout en étant modeste encore une fois, parce que je n'ai pas une connaissance encore complètement assertie, évidemment, de ce que fait l'ART. L'ART, même si j'ai beaucoup déjà réfléchi à cela en lisant les travaux qu'elle a fait. Alors d'abord un mot sur mon expérience. J'ai en effet beaucoup travaillé dans tous les secteurs des transports, et je veux dire à la fois les dimensions que j'appellerais stratégiques, financières, juridiques, mais aussi opérationnelles. J'ai toujours eu le soin dans ma carrière d'aborder les aspects opérationnels des services rendus aux usagers, qu'ils soient professionnels ou individuels. J'y reviendrai. J'ai commencé donc ma carrière au ministère de l'économie, comme commissaire en charge des enquêtes de concurrence, en particulier dans le monde des travaux publics, pour le compte de l'autorité de la concurrence, qui à l'époque s'appelait le Conseil de la concurrence. C'est un petit peu vieux maintenant. À l'issue de ma scolarité à l'École nationale d'administration, j'ai rejoint le ministère de l'équipement de l'époque
où je me suis occupé du financement et de la concession des autoroutes et autres ouvrages concédés. À l'époque, on parlait de SEMCA, Société d'économie mixte concessionnaire d'autoroutes, principalement. Vous voyez que l'eau a coulé sous les ponts, si je puis dire. Dans le cadre de ma mobilité statutaire, j'ai ensuite rejoint Aéroports de Paris, qui était alors un établissement public, au sein duquel je me suis occupé de quelques grands dossiers stratégiques. Le plus important, ou de deux dossiers importants. Le premier, c'est celui de l'extension des capacités pistes de l'aéroport Charles de Gaulle. Il s'agissait de passer de 2 à 4 pistes, ce qui est le cas aujourd'hui. Une enquête publique qui a pris 1 an. Beaucoup d'écoute des partenaires, beaucoup d'écoute des riverains. C'est un sujet évidemment difficile. Et puis j'ai ensuite assuré pendant 6 ans la responsabilité opérationnelle de l'exploitation de l'aéroport Charles de Gaulle. Un métier hautement opérationnel, vous l'imaginez, avec la gestion de milliers d'agents en direct et en indirect, et la prise en charge de situations de crise parfois extrêmes, comme l'accident du Concorde, par exemple, qui est survenu pendant que j'étais le directeur de l'aéroport, ou encore la montée en puissance de la sûreté aéroportuaire suite aux attentats du 11 septembre. Donc sujet très opérationnel. Je suis ensuite devenu directeur en charge des sujets d'exploitation au syndicat des transports Île-de-France. Offre de transport, qualité de service, multimodalité étaient les 3 thèmes principaux sur lesquels je travaillais. Le STIF à l'époque est devenu Île-de-France Mobilité maintenant. Et j'ai ensuite rejoint le ministère des Transports après un long voyage ailleurs, si je puis dire, où j'ai en particulier piloté la loi du 4 août, ça ne s'invente pas, 2014, portant réforme ferroviaire, et qui est venue notamment renforcer notablement les compétences de ce qui s'appelait à l'époque l'ARAFER, l'ARAF, est devenu l'ARAFER, et maintenant l'ART. Et depuis, vous l'évoquiez, Monsieur le Président et Monsieur le rapporteur, depuis 2017, j'ai le plaisir d'exercer les fonctions de directeur général de Voies navigables de France, l'opérateur national du réseau fluvial, secteur non régulé. Beaucoup d'entre vous me connaissez sans doute davantage dans ce rôle-là depuis maintenant 7 ans. Alors, les problématiques de transport et de régulation dans les domaines autoroutiers, aéroportuaires, ferroviaires, de transport urbain et interurbain, et cela dans différentes positions, je veux le souligner, comme concédant, comme gestionnaire d'infrastructures, comme autorité organisatrice, comme directeur d'administration centrale. J'ai veillé toujours à avoir des positions en fait différentes dans des structures différentes qui toutes adressent la question du transport, mais des points de vue différents. Eh bien, toutes ces activités ont constitué, comme je le disais, le cœur de mon activité professionnelle au service de l'État et de l'intérêt général. Leur connaissance, vous l'avez dit, monsieur le rapporteur, me donne une opérationnalité rapide à la présidence de l'ART. Je pense qu'il y en a besoin, cette rapidité. Elle me donne aussi des moyens d'une forme d'indépendance, vous l'avez rappelé, technique et intellectuelle. Ce sont des sujets extrêmement techniques et donc qui doivent être adressés assez rapidement et de manière extrêmement technique. Je voudrais insister sur ce dernier point de l'indépendance. Je sais qu'il vous préoccupe à juste titre. Il est en effet totalement consubstantiel à l'autorité. Alors mon indépendance, elle est d'abord personnelle, mais j'y reviendrai. Mais mon indépendance, elle s'inscrit aussi dans mon parcours, si je puis dire. Elle tient d'abord au fait, point important, que ma carrière de haut fonctionnaire au service des transports a certes été longue, mais elle s'achève maintenant. Je n'ai plus aucune perspective de carrière au-delà de l'ART. Et ne serait de ce fait pas dépendant de pression de toute nature ou de toute origine qui pourrait s'exercer sur moi. Très sincèrement, je ne me serais d'ailleurs pas porté candidat si je n'avais pas été dans cette situation. Mon indépendance se lie aussi dans mon parcours. Je n'ai jamais rejoint un établissement ou une entreprise dont j'ai exercé la tutelle ou dont j'ai été donneur d'ordre, en quelque sorte. Je n'ai pas davantage travaillé dans des cabinets ministériels. Je précise enfin qu'œuvrant depuis plus de 6 ans en tant que directeur général de Voies navigables de France, dans un secteur non régulé, et n'ayant à connaître dans cette période d'aucun dossier des secteurs régulés, je n'aurai jamais à me déporter dans l'exercice de mon mandat si vous m'accordez votre confiance. Et puis, si vous me permettez, une petite observation plus personnelle, parce que l'indépendance, c'est d'abord une question de posture individuelle et d'attitude individuelle, bien évidemment. J'ai eu bien souvent l'occasion, on peut dire, d'exercer cette indépendance.
quelques coups de zoom, qu'il s'agisse de mener des enquêtes de concurrence avec parfois des moyens un peu lourds, complexes, conflictuels, dans des grandes entreprises, avec des enjeux particulièrement lourds, puisqu'il s'agissait de travailler pour le compte de ce qu'était la commission de la concurrence de l'époque, qui est devenue maintenant l'autorité de la concurrence. Donc des enjeux extrêmement importants au sein d'entreprises elles-mêmes importantes. Il faut avoir une indépendance forte, puisque c'est le rapport signé de la personne qui a mené l'enquête qui fait foi, et de lui seul. Et de lui seul. Qu'il s'agisse aussi de participer aux premières loges à une opération complexe de décentralisation d'une autorité organisatrice du transport, je veux parler du STIF évidemment, Île-de-France Mobilité maintenant, qui s'est transformé d'un établissement public de l'État, quand je suis arrivé rattaché au ministère des Transports de l'époque, à un établissement public local au service de la région, des départements et de toutes les collectivités franciliennes. J'ai mené, avec d'autres, mais aux premières loges, cette transformation. Et qu'il s'agisse enfin plus récemment, et là aussi ça nécessitait pas mal d'indépendance, qu'il s'agisse enfin plus récemment de porter les intérêts d'un établissement public comme VNF pour obtenir moyens, crédits, contrats d'objectifs. Autant vous dire que ces moyens ne s'obtiennent pas sans une forte volonté, souvent et parfois indépendante. Je vois des sourires dans la salle, au quotidien, en s'appuyant d'ailleurs souvent sur le Parlement, je dois le dire, très à l'écoute des sujets fluviaux. Et je vous en remercie. Ou en travaillant, par exemple, avec le COI sur la question des investissements, dont vous savez qu'ils ont, aujourd'hui, ils sont le double de ce qu'ils étaient devenus ces 3 dernières années, enfin, il y a 3 ans. Là aussi, il faut de l'indépendance. Il faut être loyal à la mission qui est la sienne dans sa structure, ce que je m'efforce toujours d'être, et c'est cela pour moi l'indépendance. Je ferai la même chose, bien évidemment, à l'ART, sans aucun souci. J'ai toujours vécu comme cela. Je dirais que la position particulière d'un président de l'ART, elle est aussi garantie par ses statuts de l'ART. Elle est aussi technique, son indépendance. Et je préciserai enfin, pour achever sur ce point, que les décisions prises sont prises en collégialité. Il y a 6 membres du collège. Je veillerai à ce que cette collégialité se poursuive. Elle est absolument excellente. J'ai eu l'occasion d'en discuter avec les vice-présidents. Évidemment, un président ne prend pas seul des décisions. Il est là pour animer un collège. Bien entendu, il endosse aussi, c'est évident, une responsabilité particulière de représentation politique, en quelque sorte. Politique technique, mais politique quand même. Et celle-là, je me sens tout à fait à l'aise dans le fait de l'assumer sans aucun problème. Ceci étant dit, et rapidement, quels sont pour moi les grands enjeux, les grands défis qui émergent pour l'ART dans ce moment stratégique pour les transports que nous connaissons? Tout d'abord, beaucoup d'humilité et beaucoup de prudence de ma part. Malgré ma connaissance et ma vision que je viens d'affirmer, je suis tout à fait conscient que la régulation économique sectorielle est un métier en soi qu'il me faudra apprendre. Donc c'est avec beaucoup d'humilité que j'évoque ça devant vous. Et qu'il faudra apprendre en discutant avec les services, les membres du collège et toutes les parties prenantes, dont le Parlement, dont l'Assemblée nationale. Je crois en effet qu'un dialogue large, que j'ai toujours mené dans toutes les fonctions qui étaient les miennes, sont absolument indispensables plus qu'ailleurs à l'ART. Ceci étant dit, pour moi, une première remarque s'impose, et vous l'avez dit, vous l'avez prononcé cette remarque, Monsieur le Président, Monsieur le rapporteur. Je pense qu'on peut dire que l'ART a trouvé sa place. La qualité de son travail très pointu dans les domaines juridiques, économiques et techniques, la solidité de ses analyses indépendantes et très fouillées, qui en font un tiers de confiance pour l'ensemble des acteurs dans la conduite des dossiers de politique publique qui relèvent de son champ de compétences, la confirmation quasi systématique de ses décisions quand des recours au contentieux sont lancés, me paraissent témoigner du fait que l'ART ait trouvé sa place par son rôle technique. Le dernier rapport de la Cour des comptes, le rapport encore plus récent de l'autorité de la concurrence, vont exactement dans le même sens. Le mandat premier du président, si vous me faites m'accorder votre confiance, sera évidemment de préserver et de développer ses acquis. J'ai vu le chemin parcouru, en ayant été justement sur la loi ferroviaire 2014, qui a créé l'ARAFER, je vois à quel point le chemin parcouru est important. Cette ART a donc trouvé sa place, mais je pense qu'elle est menacée et inaboutie.
Elle est menacée parce que les moyens, notamment budgétaires, vous l'avez aussi évoqué, monsieur le rapporteur, de son indépendance, commencent à manquer de manière extrêmement préoccupante. Et je le dis avec beaucoup de sérénité. Je sais que vous partagez cette préoccupation, notamment à travers la discussion sur le PLF 2024. Le fonds de roulement de l'ART, qui il est vrai était important, est maintenant arrivé à son étiage. Et c'est un terme que je connais bien, l'étiage. Et aussi les crues par moment. Et je pense que là, on est vraiment dans un sujet, vous me disiez quel est le mandat du président. Le mandat que je me donne, c'est de celui d'obtenir effectivement les moyens de l'indépendance. Je pense qu'aujourd'hui, nous commençons à toucher un point qui est inquiétant. L'ART a, en tant qu'établissement public, des lourdes responsabilités. Il peut être appelé en responsabilité sur beaucoup de sujets. Il faut qu'il soit capable d'y faire face, comme de faire face, de développer ses équipements et ses systèmes d'information. Vu la masse d'informations que nous avons à gérer, il faut évidemment qu'il y ait des systèmes d'information à la hauteur. Voilà, vous le savez, le besoin globalement est à peu près de 18 millions d'euros. On en est un peu loin actuellement. Je précise que ce besoin il tient compte d'une productivité, évidemment, indispensable, comme tout acteur public. Et j'ajouterai enfin que ces dotations complémentaires, cette évolution, sur lesquelles je reviendrai probablement dans le cours de mon mandat, si vous m'accordez votre confiance, sont à mettre en rapport avec ce que le travail de l'ART permet de développer. Un seul exemple, en 2022, les avis qu'il a donnés ont permis des réductions de hausse de péage autoroutier de 28 millions. C'est documenté. 28 millions. Voilà, j'ai un petit peu long sur ce thème mais donc des financements et des moyens, mais je pense qu'il est central. L'indépendance, c'est des moyens. Avec de la productivité, c'est entendu, bien évidemment. Deuxièmement, problématique de moyens, je disais donc l'ART est menacée. J'emploie un peu à dessein ce mot. Je dirais qu'elle est aussi inaboutie dans ses compétences. Les compétences se sont progressivement étendues un peu en tâche de léopard, si je puis dire, et à juste titre, et c'est très bien. Très progressivement, d'une compétence ancrée ferroviaire au départ, elle est étendue aux aéroports, étendue aux bus longue distance, étendue aux autoroutes, etc., à la multimodalité. Elles l'ont été progressivement. Et à chaque fois, je tiens à le souligner, l'ART a fait face. Et l'a répondu présent. Il reste que son périmètre n'est pas forcément très clair maintenant, si je puis dire. Et en tout cas, ce niveau d'intervention est différent d'un mode à l'autre. Il est assez approfondi dans le domaine ferroviaire. Il est plus léger, vous l'évoquiez à l'instant, sur le domaine aéroportuaire. Il est également plus léger dans le domaine autoroutier. Le mot léger n'est probablement pas le bon, mais ce n'est pas du tout la même force, la même intensité d'intervention. Et donc je pense que, et c'est quelque chose qui me sera cher au cœur, c'est qu'on puisse clarifier ce périmètre, un peu peut-être comme vous l'évoquiez de la Creux, bien que la Creux n'est pas nécessairement un modèle pour moi, mais je pense qu'elle a un modèle qui est beaucoup plus clair, quelque part en reposant les fondamentaux de ce qu'est une autorité régulatrice des transports dans le domaine des transports. Il ne s'agit pas de tout chambouler, puisque tout cela marche, mais de compléter, de donner un sens renouvelé à ce régulateur. Des réflexions sont actuellement menées en interne, je pense qu'elles sont intéressantes. Et ce besoin a été confirmé par la Cour des comptes et par l'autorité de la concurrence très récemment. Quelques pistes sur cette refondation. Le mot est un peu fort, donc vous me comprenez sur cette vision. Je pense que très rapidement, et encore une fois du haut de ma chaise actuelle, qui n'est pas forcément la plus experte encore, très sincèrement, de ce que j'en vois, la première, c'est celle de mettre au cœur de ces missions, même si ça peut paraître pas évident au premier abord, la question de la transition énergétique et écologique. L'ART, dans son champ de compétences, contribue à cela, en rendant plus attractifs, notamment les transports publics, en veillant à la meilleure multimodalité possible, en veillant à ce que les péages des opérateurs, ou en tout cas des chefs d'infrastructure, soient les plus modérés possibles. Je pense qu'on rend attractifs des modes de transport qui contribuent à la décarbonation totale de notre pays. Et on sait que les transports ont un vrai challenge sur cet aspect-là. Et donc je pense qu'il serait important, et ça n'est pas dit aujourd'hui, ça n'est pas écrit, ça n'est pas pensé comme cela dans le rôle de l'ART, que ça soit dit, écrit, pensé comme cela.
Je pense aussi que, deuxième orientation, il faut vraiment mettre au cœur des visions de l'ART, et là c'est peut-être plus inscrit, mais la question du pouvoir d'achat des usagers et de l'attractivité des modes de transport par le coût d'accès au transport. L'ART y travaille déjà beaucoup, je l'évoquais sur les autoroutes, je pense que c'est un point qu'il faut approfondir dans les secteurs où justement ce contrôle est moins approfondi là-dessus. Et puis enfin, la qualité de service aux usagers, notamment dans la qualité des infras, mais aussi par l'innovation sur les services proposés, et la mise en concurrence est un acteur fondamental de l'innovation, et la performance de la multimodalité, on parlera des SERM je pense, la question de la multimodalité est au centre de ces services absolument fondamentaux. Donc je pense qu'il faut que dans ce contexte-là, vous l'avez dit, les pouvoirs d'intervention de l'ART soient approfondis et harmonisés. Pas forcément étendre le périmètre de manière importante, mais en tout cas, la question des moyens que j'évoquais tout à l'heure, elle est à mettre en regard avec la question de ce que peut devenir l'ART. Et je pense qu'une proposition de loi en la matière, définissant ce qu'est le régulateur des transports, qui est aujourd'hui peut-être plutôt un régulateur des modes de transport que régulateur du transport. Je ne sais pas si je suis clair dans ce petit jeu de mots, mais ça me paraîtrait important que ça soit l'objet d'un travail. En tout cas, je serais assez intéressé à le porter en tant que président. Comme je souhaiterais porter, je vais arrêter là, personnellement, un sujet auquel je suis très attaché, c'est que l'ART développe son positionnement d'expert au service des pouvoirs publics, de tous les pouvoirs publics. Ça me paraît absolument fondamental. L'ART a un rôle de régulateur, ex ante, ex post, a un rôle, il intervient dans les litiges entre opérateurs, ce qui est tout à fait légitime, c'est son rôle de régulateur. Il est aussi un rôle, et la publication de certains de ses rapports récents sur le réseau ferroviaire, sur les autoroutes, sur les aéroports, contribue à éclairer la décision des pouvoirs publics. Je pense que ce niveau d'expertise-là doit être mobilisé pour ça, pour éclairer cela. Et à cet égard, si vous en êtes d'accord, je m'engage, si vous faites confiance, à rendre compte devant vous régulièrement sur des modalités à voir de l'action de l'ART, de présenter les principaux travaux qu'elle mène, et bien entendu, de vous apporter, à votre convenance, les éclairages que vous souhaiteriez avoir dans le cadre de vos travaux parlementaires. C'est vraiment une proposition que je fais, je la crois intéressante puisqu'elle est vraiment au cœur, au-delà de la régulation, comme un élément pour moi également de la régulation, très sincèrement. C'est quelque chose qui me paraît important. Je sais qu'elle le fait déjà, je sais que vous l'avez auditionné. Je pense que systématiser, organiser ça de manière plus forte et plus pensée serait important. Et peut-être que ce serait l'occasion de discuter justement de ce pacte nouveau pour un régulateur qui soit plus homogène sur l'ensemble des modes. Voilà, Monsieur le Président, voilà, Monsieur le rapporteur, ce que je souhaitais dire le plus succinctement possible sur mon parcours, mes questions d'indépendance et ma vision. Merci, Monsieur Guimbaud, merci pour ce propos introductif très clair. Nous en venons aux orateurs des groupes. Pour le groupe Renaissance, la parole est à David Valence. Président, la parole est à vous. Merci, Monsieur le Président. Vous me pardonnerez ce mot personnel, mais je dois dire tout de suite que je suis heureux que nous examinions la candidature d'une personnalité pour la présidence de l'ART, présidence vacante depuis juillet 2022. Et je tiens à rendre ici hommage à la manière dont Philippe Richert a assumé cette présidence par intérim depuis 1 an et demi. Si c'est la première fois que nous examinons formellement une candidature en commission, ce n'est pas la première fois que nous entendons parler de l'ART ici, puisque Philippe Richert est venu présenter ses travaux, puisque dans le cadre de l'examen des crédits du programme 203, j'ai eu pour le PLF 2023, et Mme Brulbois l'a eu pour le PLF 2024, l'occasion d'auditionner l'ART, et avec mon collègue Emmanuel Maquet également pour le rapport sur l'application de la loi portant pacte ferroviaire. Je vais me faire ici l'avocat du diable, Monsieur Guimbaud. N'estimez-vous pas que ces dernières années, l'ART a pour partie excédé parfois son champ de compétences, y compris en se prononçant, en s'autosaisissant sur des sujets de programmation des infrastructures dont elle n'est pas explicitement responsable au titre des missions qui lui sont confiées par le législateur? Et comment envisagez-vous la manière d'exercer le cœur du métier de l'ART, qui est véritablement
le contrôle de la régulation de la liberté d'accès et des tarifs, que ce soit sur les différentes infrastructures aéroportuaires, vous l'avez dit, de transport urbain, de transport ferroviaire et de transport routier. Vous concernant, je crois qu'on peut dire que vous êtes un grand serviteur de l'État. Vous n'avez pas sauté d'un secteur à l'autre au cours de votre carrière avec un objectif d'ambition très personnel. Vous avez une parfaite connaissance des secteurs aériens, des transports urbains, des secteurs aéroportuaires et du fer. Vous avez servi l'intérêt général et votre âge, pardon de le dire, vous dispense d'une ambition ultérieure à de cette présidence. L'ART a besoin d'un président et vous ferez l'affaire, nous n'en doutons pas, au groupe Renaissance. C'est la raison pour laquelle nous soutiendrons votre candidature. Merci, chers collègues. Pour le groupe Rassemblement National, la parole est à Annie Cousin. Merci, Monsieur le Président. Juste, Depuis chers collègues, août si on pouvait 2022... s'écouter, s'il vous plaît. Voilà, merci. Madame Cousin, la parole est à vous. Merci, Monsieur le Président. Depuis août 2022, l'autorité de régulation des transports est sans président. Emmanuel Macron avait initialement choisi Marc Papinutti. Cependant, en raison de ses fonctions antérieures, cette nomination suscitait de vives interrogations parmi les élus que nous sommes. En effet, une entité telle que l'ART doit jouir d'une totale indépendance vis-à-vis du pouvoir en place. Le futur président de l'ART aura plusieurs sujets cruciaux à aborder et j'aimerais vous interroger sur certains points clés qui façonnent l'avenir du secteur. Tout d'abord, le Rassemblement national souhaite connaître votre vision de la délicate question de la fin des concessions autoroutières. Pensez-vous que l'ART devra prendre position dans l'avenir des autoroutes françaises, concessions ou régies? Cette décision influe directement sur la qualité des infrastructures routières et le prix des péages. Ensuite, la question de l'ouverture à la concurrence des bus en Île-de-France. Pensez-vous que l'autorité de régulation des transports devrait jouer un rôle actif dans ce processus? De plus, quelles sont vos perspectives sur les risques potentiels pour les usagers liés à cette ouverture à la concurrence, notamment en termes de continuité, de qualité du service et des risques des problèmes interconnexion informatique avec le réseau existant? Enfin, le gouvernement a fait le choix de supprimer le fret SNCF pour recréer une nouvelle entité. Selon vous, l'ART doit jouer un rôle de contrôle, de conseil, afin de ne pas reproduire les erreurs du passé. Allez-vous accompagner la SNCF et le gouvernement dans cette transition? Ces questions reflètent la complexité des défis auxquels nous sommes confrontés dans le domaine des transports. Monsieur Guimbaud, votre perspective sur ces sujets sera cruciale pour guider l'ART vers des décisions éclairées et bénéfiques pour l'ensemble de la population. Je vous remercie. Merci. Pour le groupe La France Insoumise NUPES, la parole est à Sylvain Carrière. Merci, Monsieur le Président. Monsieur Guimbaud, nous reconnaissons vos compétences en termes de transport, notamment après les 6 années passées à la tête de Voies navigables de France. La transition écologique est nécessaire dans le secteur des transports, responsable de 32% des émissions de gaz à effet de serre. Et bien que 94% de ces émissions soient causées par le secteur routier, les politiques publiques continuent à le plébisciter fortement. D'ailleurs, en juillet dernier, l'ART sortait un rapport sur les sociétés concessionnaires autoroutières et les superprofits qu'ils percevaient du fait d'une sous-évaluation de la rentabilité dans l'état initial, mais aussi de contrats trop longs. Le Canard enchaîné rapportait également en janvier un avis de l'inspection des finances sur la surtarification à hauteur de 60% des péages sur 2/3 du réseau. Dans le même temps, ces mêmes CSA ne paient pas la contribution volontaire exceptionnelle de 60 millions d'euros depuis 3 ans. Les 55 milliards de dividendes qu'ils ont pu se distribuer en 30 ans sont révélateurs. Soit les conditions de négociation sont trop favorables à ces CSA et il est urgent d'y remédier, soit il s'agit d'une politique trop en faveur de la voiture de la part des gouvernements néolibéraux, ou alors il s'agit tout simplement de raquettes organisées aux dépens de modes de transport plus écologiques comme le ferroviaire. Nous comptons donc sur vous pour nous apporter des éclaircissements sur ces sujets. Le ferroviaire, quant à lui, doit être massifié. Or, sa partie fret est freinée par la capitalisation qui a entraîné un déclin. Les autoroutes ferroviaires doivent se développer, mais il convient de ne pas les ouvrir à concession, ainsi que de redévelopper les lignes capillaires. En conclusion, nous espérons qu'un expert du fret fluvial comme vous saura orienter la RT vers une voie plus écologique que l'autoroutier actuel et aura une approche pragmatique, loin des influences des lobbies pro-routiers. Pouvez-vous nous en assurer et vous y engager? Je vous remercie. Merci. Pour le groupe Les Républicains, la parole est à Emmanuel Maquet.
Merci, Monsieur le Président, Monsieur le rapporteur, Monsieur Guimbaud. Depuis sa création en 2009, l'ART a su s'imposer comme un régulateur sérieux et indépendant qui ne craint pas de déranger le gouvernement. Faisant économiser au passage 300 millions d'euros à l'usager sur les péages d'autoroute et en dénonçant le contrat de performance signé il y a un an entre l'État et la SNCF, il a déjà fait profiter aux Français des vertus de la concurrence. Vous l'avez dit, l'indépendance est le premier critère à l'aune duquel nous devons juger votre candidature. Nous attendrons de vous du courage et du franc-parler, mais aussi des compétences techniques sur des sujets particulièrement complexes. La première mesure de l'indépendance, vous l'avez rappelé, ce sont les moyens. Ces moyens sont votés ici, dernièrement à hauteur de 15 millions d'euros. Pourrez-vous rester en place si ce niveau n'évolue pas? Vous évoquiez tout à l'heure 18 millions d'euros. Sur les autoroutes, vous préconisez de soumettre à un avis conforme de l'ART les paramètres économiques et financiers des avenants, mais pas les péages. Est-ce à dire que l'État est incapable de défendre ses intérêts, mais que ceux des usagers sont défendus de manière satisfaisante? Faut-il aller jusqu'à motiver publiquement les décisions de l'État qui ne suivraient pas les avis de l'ART? Que pensez-vous de la proposition de votre prédécesseur de financer la décarbonation des autoroutes par le biais d'une soulte versée par l'État aux concessionnaires? Sur le ferroviaire, vous proposez d'annexer une programmation des investissements au contrat de performance de SNCF Réseau. Cela suffira-t-il à assurer le financement pérenne du rail tant que celui-ci repose sur des péages élevés, les recettes de la grande vitesse? N'est-ce pas plutôt à la représentation nationale de s'en assurer? En somme, pour élargir un peu le champ des questions, l'ART est le garant d'une bonne concurrence entre chaque mode de transport, mais au regard des enjeux climatiques, que peut-elle nous dire et quelles sont les marges de manœuvre sur la concurrence des modes de transport entre eux? Doit-elle devenir aussi le garant de la qualité et de la continuité du service public, ainsi que de la transition écologique? Je vous remercie. Merci. Pour le groupe démocrate, Modem et indépendant, la parole est à Florence Lasserre. Merci, Monsieur le Président. Je tiens tout d'abord à exprimer au nom du groupe démocrate Modem et indépendant l'immense plaisir que nous avons ce matin de vous rencontrer, Monsieur Thierry Guimbaud. Après les incertitudes de ces derniers mois pour trouver le bon candidat pour succéder à Monsieur Roman à la tête de l'autorité de régulation des transports. Si nous ne pouvons que saluer la qualité de l'intérim assuré par Monsieur Richer, l'audition de ce matin marque la fin d'une attente trop longue pour doter notre régulateur d'un pilote durable. Je tiens également à vous remercier pour vos propos liminaires dans lesquels vous avez déjà abordé de nombreux sujets au cœur des travaux de notre commission. Si par le passé, certains parlementaires ont exprimé des doutes quant au bien fondé d'autres nominations, je crois qu'en ce qui vous concerne, votre statut d'expert des transports est incontestable. Ancien du ministère des Transports, vous avez perfectionné vos compétences au sein du STIF et d'ADP avant de prendre la barre de Voies navigables de France. Quel meilleur profil que le vôtre aurions-nous pu espérer pour diriger le gendarme des transports? Aussi, au nom du groupe, je vous assure de notre soutien plein et entier. Cependant, afin de dissiper toute crainte qui pourrait encore subsister, pourriez-vous partager avec nous les échanges que vous avez pu avoir avec M. Roman et M. Richer concernant les enjeux de la RT d'aujourd'hui, les défis qu'elle doit encore relever et les orientations que vous comptez mettre en œuvre pour les relever? Quelle est votre vision de la RT à fin 2003 et où voulez-vous mener l'autorité durant votre mandat? Je vous remercie. Merci. Pour le groupe socialiste et apparenté, la parole est à Bertrand Petit. Merci Monsieur le Président, Monsieur le rapporteur, chers collègues. Merci tout d'abord Monsieur Guimbaud pour votre propos liminaire et votre présentation. L'ouverture à la concurrence du train inquiète. Il n'y a qu'à voir le résultat quand on l'a fait avec nos autoroutes ou plus récemment avec le réseau de bus en grande couronne d'Île-de-France. Jamais la mise en concurrence sur les services collectifs n'a permis d'améliorer la qualité du service rendu aux usagers. On va désorganiser, on va paupériser un mode de transport dont on a pourtant plus que jamais besoin parce qu'il est entre tous le plus écologique. En réponse au questionnaire que vous a adressé notre collègue Gérard Le Seul, vous plaidez en faveur de l'ouverture à la concurrence. Il y a 2 ans à peine, pourtant, l'ART formulait pas moins de 39 recommandations, conditions d'une mise en concurrence réussie. Une nouvelle étude par l'ART n'est-elle pas nécessaire pour en évaluer le caractère seulement réaliste? Vous avez aussi relevé l'importance de la régénération et de la modernisation du réseau ferroviaire. Le réseau ferroviaire français accuse en effet un état alarmant après un quart de siècle de sous-investissement chronique. Cela est d'autant plus vrai en comparaison du volume d'investissement consenti à la route. Vous évoquez la nécessité d'assurer un suivi plus fin des investissements de SNCF Réseau. Avec une inflation importante des coûts, les 300 millions d'euros prévus en 2024 vous semble-t-il à la hauteur? J'aimerais enfin vous interroger sur le projet de taxe sur les sociétés concessionnaires d'autoroutes et les grands aéroports.
ces sociétés concessionnaires d'autoroutes menacent d'augmenter leurs tarifs en cas de mise en œuvre de cette taxe. Vinci brandit une hausse de 5%. En ont-elles vraiment les moyens? Dernière question, la RT dispose-t-elle d'informations sur la fiabilité juridique de la taxe, dont certains redoutent qu'elle alimente un risque contentieux? Je vous remercie. Merci. Pour le groupe Horizon et apparenté, la parole est à Vincent Thiébaut. Merci Monsieur le Président, Monsieur le rapporteur, Monsieur Thierry Guimbaud, mes chers collègues. Nous saluons aussi votre candidature qui nous paraît tout à fait pertinente au vu de votre carrière et aussi de la qualité des réponses que vous avez apportées au questionnaire pour prendre la tête de l'ART. Le rôle de l'ART est absolument essentiel par rapport aux évolutions du transport et des enjeux auxquels elle doit faire face. L'élargissement des compétences illustre bien le travail essentiel que mène l'autorité en matière de régulation des activités de transport et ça ne devrait que s'amplifier. Le déploiement des services express régionaux métropolitains, la fin des concessions autoritaires et plus largement l'objectif de décarbonation des transports sont autant d'enjeux au sein desquels l'ART aura un rôle à jouer. Vous soulignez, M. Guimbaud, dans vos réponses au questionnaire, le rôle de l'ART en matière de transition écologique, à travers notamment 3 leviers concrets, dont celui du développement de l'intermodalité qui sera essentiel pour remplir nos objectifs de transition. Par ailleurs, comme vous le soulignez dans vos réponses, l'ART aura aussi un rôle à jouer pour éclairer et examiner les investissements massifs nécessaires pour le déploiement des SERM dans les prochaines années. Enfin, ça a été évoqué aussi, la fin des concessions autoritaires constituera un moyen particulièrement décisif pour le réseau autoritier, puisqu'entre 2031 et 2036, plus de 90% du réseau concédé arrivera à son terme. J'en viens à mes 2 questions éventuellement. Un, c'est effectivement, comme ça a été évoqué, comment pourriez-vous approfondir vos réflexions sur le sujet des concessions autoritaires? Comment envisagez-vous la conduite de ces travaux dans les prochains mois? Et aussi dans le cadre notamment de l'ouverture par les AOM, les régions, de certaines lignes ferroviaires, ce soit sur la partie exploitation et aussi infrastructure, notamment dans le sujet des appels d'offres avec intégration verticale. Quel rôle aurez-vous à jouer, notamment aussi dans la fixation des péages sur le réseau et qui sont des enjeux essentiels, souvent évoqués, notamment dans le cadre de la loi sur les réseaux métropolitains express. Bien entendu, pour terminer, nous soutiendrons votre candidature. Merci à vous. Merci, chers collègues. Pour le groupe écologiste NUPES, la parole est à Nicolas Thierry. Merci, Monsieur le Président. Monsieur Guimbaud, les transports représentent l'un des piliers fondamentaux de notre quotidien et notre société. Ils ne se limitent pas simplement à des déplacements, mais façonnent nos vies et organisent notre vie collective. De l'accès à l'emploi, aux services publics, des interactions sociales, aux opportunités culturelles, les transports sont le tissu qui lie nos vies et nos territoires. Cette importance ne doit pas nous faire perdre de vue les défis qu'ils posent. En effet, ils sont un reflet de la qualité de nos services publics, de la cohésion entre nos zones rurales, périurbaines et nos métropoles, mais également de l'émancipation de nos concitoyens. En effet, quand les transports ou leur qualité font défaut, c'est l'égalité des chances qui est mise à mal, c'est l'égalité des territoires qui est entravée. Une tentation grandissante est d'imaginer qu'il y aurait d'un côté des métropoles surdimensionnées et mondialisées, au sein desquelles la richesse serait produite, et de l'autre, des espaces dortoirs ou récréatifs condamnés à bénéficier d'une redistribution, d'une économie de seconde division. Le sentiment d'abandon et d'injustice traverse ces territoires et ces derniers deviennent le creuset de la désespérance. Il n'y a pourtant pas de fatalité et une politique des transports au service d'une réelle égalité des territoires est possible. Nous devons rompre avec cette idée qui consiste par exemple à investir des milliards en faveur de lignes ferroviaires à grande vitesse qui traversent mais n'irriguent pas nos territoires et concentrent finalement l'investissement public sur les grandes métropoles françaises. L'ART joue un rôle crucial dans la supervision et la régulation du secteur des transports. Par conséquent, le futur président de l'ART doit posséder une expertise avérée et une vision globale permettant de conjuguer transition écologique, décarbonation des déplacements et équilibre des territoires. Monsieur Guimbaud, en tant que candidat, nous espérons donc que vous partagez nos constats et aurez la capacité de défendre une vision ambitieuse. Merci pour votre attention. Merci. Et enfin, pour le groupe Liberté, Indépendants, Outre-mer et Territoires, la parole est à Guy Bricout. Merci, Monsieur le Président, Monsieur Guimbaud, chers collègues. Tout d'abord, j'aimerais évidemment reconnaître votre très large expérience, mais noter que vous êtes un fonctionnaire, alors que jusqu'à maintenant, c'était plutôt des élus qui étaient nommés à la tête de l'ART. Vous y avez répondu déjà, cela ne risque-t-il pas de quelque peu influer sur vos prises de position? Pensez-vous que ce changement de paradigme ait une signification pour la future gouvernance de l'ART? D'autre part, vous avez eu des responsabilités importantes dans Voies navigables de France et vous avez fait du bon travail, alors je suis surpris que vous les quittiez.
Alors, l'ouverture à la concurrence du secteur ferroviaire est l'un des grands dossiers que doit gérer l'ART. Pour vous, quels sont aujourd'hui les principaux points de blocage qui restent à surmonter, les points de vigilance particuliers de ces prochains mois sur le sujet? Philippe Richer, président par intérim, avait souligné qu'il faut bien veiller à ce que l'on entendait par le bon état dans lequel devront être les infrastructures routières lors de la fin des concessions. Comment allez-vous veiller sur ce sujet? Comment vous positionnez-vous en ce qui concerne le secteur autoroutier concédé alors qu'on nous annonce de nouvelles augmentations conséquentes pour 2025? L'ART s'était félicité d'avoir évité aux usagers 5% de hausse tarifaire l'an passé. Que comptez-vous mettre en place dans les mois, les années qui viennent pour contenir les hausses prévues? Je pose beaucoup de questions, comment analysez-vous l'état de notre système ferroviaire et les moyens prévus pour sa rénovation? L'ART, dans un rapport de juillet dernier, préconisait notamment un renforcement du pilotage des investissements par l'élaboration d'un document de planification unique, détaillé et transparent, régulièrement actualisé. Nous-mêmes ici, nous sommes nombreux depuis des années à réclamer une telle visibilité pour les acteurs du ferroviaire. Comment l'ART devra, dans les mois prochains, selon vous, veiller au suivi de cette préconisation? Et enfin, que pensez-vous de la... Allez-y. Pour le fret ferroviaire, comment analysez-vous aujourd'hui sa reprise? Est-elle suffisante et que préconisez-vous le cas échéant? Merci. Merci, cher collègue. Est-ce que pour le groupe Gauche démocrate et républicaine, il y a quelqu'un qui veut prendre la parole? Personne. Très bien. Monsieur Guimbaud, je vous laisse le soin de répondre, en sachant qu'on a d'ores et déjà une petite dizaine de questions. En plus de celle-ci. Je vais me forcer d'être rapide. Merci. Tout en bien sûr répondant à chacune de vos questions. Première pour Renaissance de Monsieur David Valence. Alors, est-ce que l'ART est sortie sur son champ de compétences? Je ne sais pas ce que dire et quel est votre avis. Le mien est non. Mais je pense qu'un régulateur, s'il ne fait que réguler, c'est important, mais la connaissance qu'il acquiert par son travail doit être potentialisée, très simplement. Et je pense qu'on serait dans une logique d'appauvrissement si on ne profitait pas. Quand je dis on, ce sont les pouvoirs publics. État lui-même, exécutif, ministère, comme ici, je l'ai proposé tout à l'heure, le Parlement, comme les autorités organisatrices de transport, ouvrir à la concurrence, j'en sais quelque chose, en ayant été une autorité organisatrice, c'est un travail considérable, une posture différente, des compétences différentes, une vision différente, y compris de l'exploitation d'un système. Et croyez-moi qu'il y a beaucoup de choses à faire. Et donc je pense que ça serait un tout petit peu dommage, c'est en tout cas ma vision des choses, que l'ART n'offre pas à la collectivité des puissances publiques cette expertise. Ça se discute, bien évidemment. En tout cas, je m'inscris pleinement dans les derniers rapports qui ont été faits sur ce sujet-là. Sur les questions touchant du Rassemblement national de Mme Cousin, la fin des concessions s'est évoquée aussi, donc je répondrai un peu à cette occasion-là en même temps. Effectivement, on a un enjeu absolument capital actuellement. Je disais tout à l'heure que le monde des transports était à la croisée des chemins, c'est un petit peu ce que j'évoquais au début. La fin des concessions, c'est juste un changement majeur, pas connu depuis des décennies, en fait. Et ça nécessite d'abord une force d'analyse assez considérable. Parce que quand une concession se termine, eh bien, in fine, le concessionnaire remet au concédant les ouvrages. Quand on voit ce que c'est pas rien. Donc il y a un bilan de sortie, si je puis dire. Quelle forme prend-il? L'ART peut aider à constituer ça. C'est quelque chose qui n'a jamais été fait. Veiller aussi que toutes les obligations du contrat de concession sont bien mises en œuvre. Tous les investissements qui étaient précisés l'ont bien été réalisés, puisque les péages et la durée des concessions en tenaient compte. Donc il y a ce travail de bilan également qui est extrêmement important en fin de concession. Donc ça, c'est des sujets qui sont absolument majeurs. Et d'imaginer enfin la suite. Et très sincèrement, commencer à l'imaginer, à travailler maintenant, 10 ans avant, à mon avis, ce n'est pas du luxe. Voilà. Après, il faudra déterminer tous les scénarios possibles. Ce ne sera certainement pas à l'ART de déterminer. Par contre, d'apporter son éclairage technique, ça me paraît effectivement un point extrêmement important. Ce sera en tout cas un des grands enjeux des années qui viennent. C'est une évidence. Le développement de la concurrence est-il positif ou pas?
je n'ai pas de religion en ce qui concerne la concurrence. Même si j'ai commencé ma carrière dans ce sujet-là, je n'ai rigoureusement aucune religion. Je pense simplement qu'effectivement, il est utile, sur des bases régulières, à ce qu'il y ait à rebattre les cartes en quelque sorte. C'est vrai dans notre vie personnelle. On sait bien que parfois on a intérêt à remettre en concurrence. Et peut-être, je réponds tout de suite à la question très sympathique de M. Bricot qui me dit pourquoi je quitte VNF. C'est peut-être pour me mettre en concurrence moi-même à VNF. Voilà, je pense que c'est bien qu'un œil nouveau arrive. Mais j'ai une autre raison qui est plus calendaire. Mais voilà, en tout cas, ce petit clin d'œil pour dire, je ne suis pas du tout un fanatique de la concurrence. Je ne suis pas du tout comme ça. Mais je pense que néanmoins, ça permet effectivement de faire de l'innovation, de re-questionner la question des modèles, de re-questionner la question de la qualité de service, des coûts, etc. etc. Par contre, le risque pris, oui, c'est peut-être une plus grande désorganisation entre les modes, entre les opérateurs. Donc il faut veiller à la question de la multimodalité, à la question de l'information multimodale, à la question de la tarification multimodale. Ça exige de rentrer dans ce qu'on appelle plutôt une coopétition qu'une compétition acharnée. Voilà ma posture sur ce sujet-là. Sur le fret, il y a une question également sur le fret à la fin, je vais faire masse des deux. Donc le système aujourd'hui, le fret, effectivement, on me dit est-ce que la concurrence a aggravé la situation du fret ? Je pense que c'est difficile de le dire, c'est même à peu près impossible. L'évolution du fret, en fait, comme le fret fluvial, me permet de porter mon expérience là-dessus. En fait, elle est en réduction depuis les années 70 parce que notre système industriel complet a profondément muté. Et donc le fret lourd, tout simplement, a perdu de son importance dans le pays. Et donc le replin du fret ferroviaire comme du fluvial est à peu près parallèle. En revanche, je pense que ce qu'on constate, c'est que la mise en concurrence, qui est assez ancienne maintenant du fret ferroviaire, n'a pas abouti à une accélération, bien au contraire, plutôt une stabilisation. Sans il va se lier un lien de l'un à l'autre, je ne sais pas. Quand on regarde les courbes, en tout cas, c'est à peu près clair. Il y a maintenant une vingtaine d'opérateurs, et l'opérateur majoritaire reste la SNCF à plus de 50%, à 50% ou à plus si on prend le groupe en entier. Voilà là-dessus, sur ce sujet de fret ferroviaire. La question de la France Insoumise, M. Député Carrière, sur les super profits ferroviaires, c'est effectivement un sujet important. On en parle beaucoup. Le rôle d'un régulateur, c'est d'apporter des éléments concrets, factuels. Je pense que dans les rapports qui ont été faits sur les concessions autoroutières, ces éléments factuels ont été apportés sur la rentabilité, un peu supérieure à ce qui était peut-être attendu, mais en même temps qui peut s'expliquer par d'autres choses, qui couvre des risques, etc. Donc en gros, l'ART n'a pas à se prononcer si c'est des super profits ou pas, il a à dire les chiffres, la vérité, et après, il appartient bien sûr aux décideurs, compte tenu de cet éclairage, de prendre des décisions qui vont bien. C'est la raison pour laquelle je me permettrai de ne pas trop commenter la question de la taxe auquel on m'a appelé en parler, aéroportuaire et autoroutière. On sait qu'il y a possiblement des désaccords, peut-être des risques de toute nature juridique. Il ne m'appartient pas d'en discuter, je n'ai pas les compétences en l'occurrence. Je sais simplement en revanche qu'elle répond aussi à une question, qu'elle pose une question de ce que sont les concessions, et notamment comment, dans le cadre des concessions actuelles, et donc pour imaginer les futures, sont traités, sont pris en charge les risques. Risque construction, risque exploitation, risque trafic et risque d'évolution fiscale. Voilà. Et peut-être que le dispositif actuel ne les prend pas suffisamment en compte. Et je pense donc qu'une réflexion sur le système futur exigera qu'il sera un système probablement très différent, même s'il était concédé, ce sera des concessions principalement d'exploitation et moins d'investissement, ce qui est la base depuis des décennies. Donc il y aura à repenser cela. Voilà ce que je peux vous dire sur cette question des taux de rentabilité des concessions autoroutières. Est-ce que je serai loin des lobbies ? Ma réponse est oui. Je l'ai toujours été. Je ne vois pas pourquoi ça changerait, d'autant que, comme je l'ai dit, le statut de l'ART donne, ainsi que ma position personnelle, donne, je pense, une grande indépendance par rapport à ça.
J'évoquais mes enquêtes de concurrence il y a quelques années. Croyez-moi, je sais ce que sont des pressions de toute nature. Voilà. Est-ce que j'ai... Comment? Je n'ai jamais? Et je n'ai jamais pantouflé. Jamais. Il y a pu y avoir des occasions, je ne l'ai pas fait. Voilà. Vous avez raison de rappeler ça, monsieur le député, je l'avais dit au départ. Courage, franc-parler, écoutez, j'espère l'avoir. Je dois dire que dans le fluvial, il m'est arrivé, et certains en sont témoins, d'avoir porté des positions qui n'étaient pas toujours simples à porter. Je précise simplement que notre programme d'investissement a été multiplié par 2 par rapport à ce qui se faisait avant. On parle de paupérisation, j'ai un peu une idée de ce que ça peut être aussi. Et je crois qu'avoir obtenu, par exemple, un peu de haute lutte, qu'il y ait un contrat d'objectif et de performance qu'il n'y avait pas pour VNF, ça permettait un peu, comme les contrats de performance de SNCF Réseau, de poser les termes de la rénovation, du développement, de la modernisation des infrastructures et de pouvoir le suivre dans le temps. Voilà. Et cela, je ne vais pas dire que je ne l'ai pas imposé, mais en tout cas, c'était un combat important qui a été, je pense, qui a beaucoup fait avancer les choses. La question des SERM aussi a été évoquée, Monsieur le Président. C'est, pour quelqu'un qui a travaillé au STIF, la question des transports urbains, périurbains, de la connexion de chacun des modes est pour moi absolument essentielle. Vous avez veillé dans le... Alors, ce n'est pas encore une loi, je crois qu'elle n'est pas encore définitive, à la minute où on se parle, mais à veiller à ce que la question de l'information multimodale, la question de la multimodalité soit au centre de ces sujets-là, que la question des investissements ferroviaires soit également au centre de ces sujets-là, comme des tarifications, c'est évidemment le rôle que l'ART aura à jouer, puisque le législateur l'a souhaité comme tel, et ça me paraît évidemment essentiel. J'ai répondu là, Monsieur Thibault d'Horizon. Pour Écologie Les Verts, Monsieur Nicolas Thierry. Oui, je l'ai dit d'ailleurs dans mon propos, la qualité et le coût des services rendus, il est central. Il ne faut pas voir l'ART comme un dispositif uniquement un peu stratosphérique et des grands équilibres, etc. C'est aussi une question, j'y tiens beaucoup, ce que j'évoquais tout à l'heure dans les évolutions possibles, sur la question de la qualité des coûts, mais par le biais d'un régulateur. Un régulateur, il faut aussi savoir garder notre rôle, si je puis dire. Ça n'est évidemment pas de se prononcer sur tous les sujets, mais en tout cas, dans le niveau de la régulation, de la mise en concurrence, de la situation des réseaux, de faire en sorte que la qualité et les coûts pour les citoyens soient optimisés. Voilà, transition écologique, j'en ai parlé, ça me paraît être, encore une fois, dans le champ du régulateur. Bon, pas aller au-delà de ça, bien évidemment, mais dans le champ du régulateur, je pense que la transition écologique est un élément, à travers les transports en commun notamment, un élément absolument essentiel. Monsieur Guy Bricout parlait de l'indépendance d'un haut fonctionnaire. Je pense qu'un haut fonctionnaire est quelqu'un d'indépendant. Personnellement, je l'ai testé pendant toute ma vie et je pense qu'il est là pour apporter, même quand il travaille pour un ministre ou l'exécutif, pour apporter un éclairage, apporter des avis. Bien entendu, la décision reste politique. Il m'est arrivé, assez souvent, je l'ai déjà dit, d'avoir des discussions avec un ministre en pensant que mes éléments techniques n'allaient pas dans le même sens, mais une décision ensuite est prise et je la respecte bien évidemment. Mais ça ne veut pas dire qu'on n'est pas indépendant. Ça veut dire qu'on... Et ça, j'ai fait la même chose quand j'étais dans un syndicat des transports Île-de-France vis-à-vis des collectivités territoriales qui étaient devenues acteurs de ce STIF à l'époque. Donc je pense que je ne vois pas un haut fonctionnaire comme quelqu'un qui pourrait ne pas être indépendant. A fortiori, je n'ai pas été fonctionnaire en ministère toute ma carrière, somme toute 10 ans sur une carrière bien plus longue. Donc j'ai exercé mon indépendance ailleurs, je l'ai dit tout à l'heure, et je pense que le statut qui est le mien, qui sera le mien si vous en êtes d'accord, me garantira totalement, et le fait qu'effectivement, je n'ai plus de perspective au-delà de ce mandat, c'est ce qu'on évoquait tout à l'heure, pas toujours élégamment, mais en plus, il faut le dire, c'est vrai, je n'ai pas de vie après la RT, si je puis dire. Voilà. Donc, que dire d'autre? Oui, l'avis sur la planification des investissements me paraît important. Là aussi, mon expérience de VNF m'indique que la planification d'investissement est un élément absolument indispensable
pour éviter la paupérisation dont on parlait tout à l'heure. Merci. Merci beaucoup. On connaît votre engagement, mais j'espère que vous avez une vie après la RT malgré tout. Voilà, même professionnelle. C'était pour attirer l'attention des collègues. Je sentais qu'il y avait des discussions au-delà de l'audition que nous avons actuellement. Nous en venons donc aux questions. Question d'une minute. Daniel Brulbois, la parole est à vous. Merci, Monsieur le Président. Monsieur Guimbaud, l'ART joue un rôle essentiel dans notre pays, que ce soit pour défendre les intérêts des usagers ou pour développer nos infrastructures et notre mobilité. C'est pourquoi, cette année encore, en tant que rapporteur du budget 203, j'avais défendu pour l'ART de nouveaux moyens avec mes collègues de la Commission. Vous l'avez dit, vous jouez un rôle d'expert et de conseil auprès des services publics. Et en ce qui concerne la concurrence, l'ouverture à la concurrence, vous avez souhaité qu'elle joue un rôle d'innovation et d'augmentation de qualité du service. Donc, en ce sens, pensez-vous que cette ouverture à la concurrence peut favoriser nos territoires ruraux, ceux qui ont vu par exemple leur TGV supprimé, et pensez-vous pouvoir conseiller l'État sur une répartition des infrastructures et de la mobilité qui ne soit pas uniquement en étoile vers Paris, mais aussi en traversale et en diagonale dans nos territoires ruraux? Merci. La parole est à Charlotte Gauchi-Bolognese. Merci, Monsieur le Président. Monsieur Guimbaud, par la voix d'Emmanuel Grégoire, la ville de Paris a annoncé ne pas vouloir maintenir le site de la gare routière de Bercy-Seine, qui accueille pourtant 7 millions de voyageurs chaque année. Elle permet à nombreux concitoyens d'accéder à des bus longue distance à tarifs modérés. À l'heure où la nécessité de diversifier les modes de transport en commun sans pénaliser les plus modestes et où la lutte contre l'autosolisme est une priorité pour les politiques publiques, cette décision est accueillie avec beaucoup de circonspection. En effet, le report modal des voitures individuelles vers les transports en commun ne peut se faire qu'avec une offre pertinente et adaptée aux besoins des territoires. Clément Beaune, ministre délégué chargé des Transports, a d'ailleurs saisi l'ART, estimant que la décision de la mairie de Paris avait été, je cite, non concertée et prise à la va-vite. Monsieur Guimbaud, je souhaite connaître vos intentions quant à ce dossier. Je vous remercie. Merci. La parole est à Stéphane Bichou. Merci, Merci, Monsieur le Président, Monsieur le rapporteur, Monsieur Guimbaud. Vous avez, dans votre propos liminaire, parlé transition écologique, vous avez parlé pouvoir d'achat. Et moi, ce que je voulais savoir, c'est concrètement, est-ce que vous pourriez nous donner une ou deux mesures qui permettent d'encourager et d'accompagner le plus grand nombre de nos concitoyens à utiliser les modes de transport les plus vertueux? Merci beaucoup. Merci. La parole est à Laurence Edel-Grière. Merci, Monsieur le Président. Monsieur Guimbaud, ma question porte sur la cohabitation du fret ferroviaire et du transport de voyageurs sur une même ligne. L'Ardèche, mon département, est le seul département métropolitain privé de trains voyageurs. Pourtant, l'Ardèche a vu circuler des trains voyageurs pendant un siècle. Le réseau ferroviaire existe. Sur la rive droite du Rhône, les trains de fret circulent chaque jour, traversant de nombreux villages. À l'heure où la transition écologique est d'une impérieuse nécessité, les 330 000 Ardéchois devraient disposer d'une alternative à la voiture, d'une solution de mobilité durable. Aussi, pourriez-vous nous donner votre avis sur l'opportunité d'une cohabitation entre le fret ferroviaire et les trains de voyageurs sur une même ligne? Et dans quelle mesure l'autorité de régulation des transports pourrait y contribuer? Je vous remercie. Merci. La parole est à Huguette Tchekna. Je ne la vois pas. Si elle revient, je lui laisserai la parole. La parole est à Damien Adam. Merci, Monsieur le Président. Monsieur Guimbaud, merci pour votre présence et pour vos premières réponses. 80% des Français plébiscitent l'ouverture à la concurrence des lignes ferroviaires nationales, selon un sondage réalisé par OpinionWay pour Trainline en juillet dernier. Cette ouverture à la concurrence des lignes nationales a été réalisée en France avec la loi pour un nouveau pacte ferroviaire de 2018 dont j'ai été un des rapporteurs pour l'Assemblée nationale. Et contrairement à ce qu'on avait entendu à l'époque, et ce que nous pouvons parfois entendre aujourd'hui, la concurrence, ça marche. Sur la ligne Paris-Lyon, où elle est effective, la baisse de prix du billet est de 44% par rapport à 2019. Sur Paris-Milan, la baisse est quant à elle de 30%. Cette concurrence n'est pas encore complètement généralisée du fait des nombreux défis posés aux acteurs alternatifs à la SNCF. Si on peut citer le sujet du manque de matériel roulant sur le marché, il y a aussi celle des péages, plus chers en France qu'ailleurs en Europe, qui n'incitent pas toujours les acteurs à s'engager. Il y a enfin les arbitrages sur les sillons.
Sur ces deux sujets gérés par SNCF Réseau, pouvez-vous nous indiquer comment vous allez vous assurer que la concurrence puisse être stimulée pour faire baisser les tarifs pour les Français? Merci beaucoup. Merci. La parole est au député Dragon. Merci, Monsieur le Président Zulési, mes chers collègues. Monsieur Guimbaud, merci pour vos éclairages presque complets depuis tout à l'heure. Ma première question sera la suivante, parce que vous avez fait une réponse sur le fret SNCF, et je vous repose la question. Le gouvernement a fait le choix de supprimer le fret SNCF pour recréer une nouvelle entité. Et selon vous, l'ART doit-elle jouer un rôle de conseil afin de ne pas reproduire les erreurs du passé? Allez-vous accompagner en toute indépendance la SNCF et le gouvernement dans cette transition? Et enfin, ma deuxième question sera un peu plus personnelle. Irez-vous au bout de votre mandat si d'ordinaire le Parlement vous en confie la mission? Je vous remercie. Merci. La parole est à Nicolas Ray. Merci, Monsieur le Président. Monsieur Guimbaud, vous avez répondu au rapporteur ne pas vouloir spécifiquement étendre les compétences de l'ART à du contrôle administratif ou à des pouvoirs quasi juridictionnels de règlement des conflits. Or, dans le cadre de la proposition de loi sur l'ouverture à la concurrence des services des bus franciliens, la CMP doit trancher ce soir sur le fait de confier ou non à l'ART la compétence de règlement des différends sur le transfert des personnels de la RATP. Cette mission aurait un certain sens eu égard au rôle de régulateur de l'ART, mais il est vrai que cette compétence exige une expertise particulière. Elle serait totalement nouvelle par rapport aux missions actuelles et elle exige aussi des moyens nécessaires, financiers et humains. A contrario, est-ce que remettre le règlement de ces différends à une juridiction ordinaire ne serait pas un risque d'alourdir le règlement de ces différends? Et plus globalement, ne faut-il pas refonder l'ART dans sa globalité en lui allouant les moyens nécessaires? Merci. La parole est à Vincent Decker. Merci, Monsieur le Président. Monsieur Guimbaud, l'ART a relevé dans le contrat de performance de SNCF Réseau pour 2021-2030, je cite, un risque de spirale de paupérisation industrielle où le sous-investissement conduirait à une dégradation du réseau qui entraînerait, à son tour, une attrition du trafic et de ses ressources. Le plan de relance de 100 milliards permet-il, à vos yeux, de repousser totalement cette menace que pointe du doigt l'ART? Et l'effort de régénération et de modernisation du réseau annoncé ne risque-t-il pas d'être sérieusement contrarié par l'objectif de retour à l'équilibre à court terme du gestionnaire d'infrastructure? Une question enfin sur les péages. La hausse de 8% validée par l'ART pour 2024-2026, ce qui en fait les péages les plus élevés d'Europe, ne peut-elle pas nuire à une optimisation du réseau et à une diminution du tarif attendu par les usagers? Merci. La parole est à Jean-Yves Bonny. Merci, Monsieur le Président, Monsieur le rapporteur, Monsieur Guimbaud. Depuis sa création, l'ART a formulé de nombreux avis pour dénoncer les mauvais avenants des contrats d'autoroute et contenir la hausse des péages pour l'usager. Mais l'ART ne relève les erreurs de l'État qu'en bout de course. Que pensez-vous d'un avis pas seulement conforme, mais plus en amont concernant ces négociations? Enfin, la taxe sur les infrastructures de transport que vient d'inventer le gouvernement pour drainer des ressources de la route vers le ferroviaire vous paraît-elle conforme au contrat actuel? Une baisse des péages est-elle compatible avec l'exigence de décarbonation? L'acceptation par l'usager serait-elle plus importante à vos yeux? Merci. Merci. La parole est à Jean-Pierre Tête. Monsieur le Président, Monsieur le rapporteur, Monsieur Guimbaud, l'ART appelle souvent SNCF Réseau à développer une culture d'indépendance vis-à-vis du groupe public intégré SNCF et à rassurer les nouveaux entrants quant à son impartialité sur l'attribution des sillons et l'accès à l'infrastructure ferroviaire. Militerez-vous pour limiter les emplois et centres de maintenance mutualisés entre les deux entités, ou pour modifier la composition du conseil d'administration de SNCF Réseau? Le recours à des accords cadres pour répartir les sillons de façon pluriannuelle permettra-t-il d'éviter des manœuvres d'obstruction de la SNCF consistant à réserver des sillons sans les opérer au détriment de ses concurrents? Je vous remercie. Merci. La parole est à Fabrice Brun. Merci, Monsieur le Président, Monsieur le rapporteur, Monsieur Guimbaud. Je serai rapide et direct sur le fret.
car c'est un signalement de l'ART à la Commission européenne qui est à l'origine de la procédure engagée à l'encontre de Fret SNCF et qui risque d'aboutir au démantèlement du groupe. Et ma question est, dans ce cas, l'application trop rigide des principes de la concurrence n'a-t-elle pas joué contre la qualité et la continuité du service? Merci. Est-ce que Yatigna veut prendre la parole? Non. Parfait. D'autres questions? Pas d'autres questions. Monsieur Guimbaud, je vous laisse le soin de répondre. Merci, Monsieur le Président. Le plus rapidement possible, leur tourne. Donc, par rapport à la question de Madame Brulbois, pardon, merci beaucoup. Je pense que vous avez raison, la question de la desserte, notamment des territoires ruraux, se pose bien évidemment. C'est un sujet qui est maintenant assez classique et qui n'est pas facilement résolu. Ce qui me semble important, c'est, je pense notamment que l'évolution de législation sur les SERM est aussi un moyen de répondre à ces sujets-là. Je pense, et il y a une autre question tout à fait de ce type-là, donc j'y viens, qu'il est important je l'ai beaucoup porté dans le fret, notamment fluvial, chaque mode a une zone de pertinence. On ne peut pas vouloir tout faire avec un mode. Bien évidemment, les modes ferroviaires sont des modes lourds, sont des modes capacitaires, donc il faut les utiliser là où il y a un besoin relativement capacitaire, un besoin de capacité de transport. Par contre, il faut aussi adosser cela sur d'autres moyens, notamment routiers, et de qualité, qui peuvent être proposés à l'ensemble des territoires, notamment les territoires ruraux, mais pas que, l'ensemble des territoires périurbains, par exemple. Donc, le grand défi qui est devant nous, mais je pense que la loi SERM le met bien en exergue, hein, c'est qu'il faut articuler les offres dans leur zone de pertinence. Et que la question de la multimodalité, elle est au centre de ça. Et jusqu'à présent, c'est pas toujours là où on a le plus brillé dans notre pays au total. Voilà ce que je peux vous répondre sur ce sujet-là, tel que je vois les choses. Sur le sujet gare de Bercy, question posée par Madame Coty-Bolognaise, excusez-moi. Oui, c'est un sujet important. Il y a eu des réunions récemment, je sais que les équipes m'en ont un peu parlé au téléphone, parce que je l'ai pas très peu, c'est normal. Ça serait vraiment plus que dommageable, effectivement, que cette gare ne puisse pas fonctionner au service des lignes dites Macron. Le secteur a émergé de manière très très forte, correspond à une vraie demande, et donc si la gare ne pouvait plus fonctionner, ça serait évidemment quelque chose d'extrêmement dommageable. Donc l'ART, à la demande du ministre, va mener un travail d'exploration, de discussion de toutes les solutions possibles. Ça ne veut pas dire que la gare de Paris-Bercy fonctionne bien non plus. Donc il faut savoir regarder les choses. Mais je pense qu'il est besoin de poser les termes du débat. Et c'est probablement aussi un des rôles de l'ART, compte tenu de son caractère indépendant, de pouvoir poser les termes de ce débat. Parce qu'en fait, qu'est-ce qui pourrait arriver si on ne le posait pas? C'est que des opérateurs qui estimeraient de lignes Macron, qui estimeraient librement organisées, qui n'ont pas les moyens d'accéder à la clientèle, demanderaient à accéder aux gares routières des services conventionnés. Il y aurait forcément un désaccord, il y aurait forcément des problématiques de conflit, de contentieux, et l'ART là, serait saisie sur ce plan-là. Donc je pense qu'on a intérêt à anticiper ça et à ne pas le traiter par le moyen du contentieux. Et donc cette étude qui va donc être menée, cette discussion qui va être menée, cette concertation en 2024, je pense, est absolument essentielle, même si il faut bien entendre les problèmes qui peuvent se poser sur le territoire de Paris, compte tenu de sa présence de cette gare. Je l'évoquais, on parlait de Madame Buchou, Monsieur Buchou, excusez-moi, a évoqué la question du pouvoir d'achat, des exemples concrets, je crois. Oui, il y a des exemples assez concrets, on l'a bien vu à l'étranger déjà, où la concurrence a beaucoup plus évolué déjà. Et puis, quelqu'un l'a rappelé, mais sur les 4 contrats de services publics qui ont été passés avec des régions, le sont très souvent avec des coûts mieux maîtrisés et avec de l'offre en plus. Donc une relation qui évidemment va dans le sens tout de suite de l'intérêt des voyageurs et du service. Et l'exemple sur le service librement organisé de l'arrivée de Trenitalia montre bien que au global, l'offre augmente. L'offre SNCF reste extrêmement importante, n'est pas tant menacée que ça. Et au global, donc, les coûts et l'offre
sont dans les bons sens, c'est-à-dire moins de coûts et plus d'offres. Et donc je pense que c'est un aspect assez fondamental des apports de la concurrence qui ont été constatés ici et ailleurs. La question de Madame Laurence Edel-Grière revient un peu à ce que j'évoquais, c'est-à-dire trouver la zone de pertinence de chaque mode le mieux possible. La question du mariage sur une ligne du fret et du voyageur est évidemment une question qui est assez classique, j'allais dire fret, voyageur et travaux par moment, c'est le mariage un peu des trois qui se joue. L'ART n'a pas à être prescripteur non plus en amont de cela. C'est aux opérateurs aussi de déterminer avec la SNCF Réseau les besoins qu'ils ont et de comment tout cela est marié. S'il y avait, en revanche, des pratiques qui s'apparenteraient à quelque chose d'anticoncurrentiel, par exemple en prenant des faux sillons pour bloquer, comme on le disait, je ne sais pas si c'est fait, j'en sais absolument rien. Ça ne me paraît pas totalement probable. Mais si c'était le cas, évidemment, en termes de fonctionnement de marché, l'ART aurait probablement à dire son mot sur le sujet. Comment stimuler concrètement la concurrence, m'a demandé M. Damien Adam. Eh bien, sur le ferroviaire, comment la stimuler? Vérifier que l'accès aux infrastructures est fluide. Vérifier que l'accès aux informations, ça c'est pour les services conventionnés, est fluide et suffisant. Et évidemment, quand on est une autorité organisatrice, je le disais tout à l'heure, c'est un métier important, on a besoin de maîtriser l'information sur des métiers qu'on ne maîtrisait pas nécessairement au début. Et pour ça, il faut que les opérateurs, tous les opérateurs, donnent en cas de mise en concurrence toutes les informations nécessaires et souhaitables pour que le jeu de la concurrence puisse fonctionner de manière équitable. La question de monsieur Dragon, la question du choix du fret, je ne pense pas que l'ART ait été sollicitée sur ce sujet-là. Je ne voudrais pas donner à M. David Valence le fait que je vais encore plus loin que ce qu'on fait déjà, peut-être un peu trop loin. Voilà, donc il est normal que des décisions soient prises par l'État et qu'il en assume bien sûr les choix, sans que nécessairement l'ART ait à s'en saisir en amont, ex ante. La question, irez-vous au bout de votre mandat? Je ne sais pas à quoi vous faites allusion. Peut-être à mon âge, je ne sais pas. J'ai bien l'intention d'aller au bout de mon mandat, oui. Et je bénéficie d'une santé assez solide, assez robuste. Et donc je pense aller au bout de mon mandat. C'est bien, sinon je ne serais pas venu vous voir ce matin, tout simplement. Vous parliez des sujets d'expertise d'Île-de-France. Je pense que vous faites allusion à la question des désaccords potentiellement sur ligne de bus, sur les transferts de personnel entre un opérateur prenant et un opérateur sortant. C'est un sujet difficile, très sincèrement, qui est d'une grande technicité, qui n'est pas forcément une technicité native de l'ART aujourd'hui. Ça fait partie d'une extension supplémentaire de ses compétences. Et incontestablement, c'est un élément qui va dans le sens de ce que j'évoquais, c'est-à-dire refonder, le terme est un peu fort peut-être, mais réinterroger, refonder ce qu'est l'ART, parce qu'on voit bien que l'adjonction de ces compétences, qui parfois se recoupent ou ne se recoupent pas complètement, pose une question, certainement de moyens, mais aussi de compétences individuelles et collectives de l'ART. Est-ce que les 100 milliards suffisent? J'avoue que je n'ai pas encore une analyse extrêmement précise de ce sujet. Ils vont incontestablement dans le bon sens. Et en tout cas, il me paraît un élément assez fondamental, notamment à travers les CERM, là aussi, pour atteindre le meilleur niveau possible du réseau. La question maintenant, ça sera celle de la traçabilité de ces financements complémentaires. Donc ça renvoie à ce que j'évoquais, un contrat de performance, une planification, c'est ça le sujet qui me paraît important. Les péages ferroviaires sont-ils les plus élevés d'Europe? Alors c'est différent suivant les modes. Hein. Dans le fret, ils ne sont pas très élevés, c'est 4% seulement des coûts totaux, hein. C'est 25% dans les services conventionnés et beaucoup plus effectivement dans les services librement organisés. Donc on ne peut pas dire que c'est forcément des péages plus importants, mais ils sont répartis différemment suivant les choix des pays, effectivement. Et je pense pas que c'est la question du péage sur le fret ferroviaire, en tout cas, qui explique une bonne ou une mauvaise situation du fret ferroviaire. Très sincèrement, là, le sujet n'est pas là.
il est plutôt sur l'accessibilité des infrastructures et les sillons nécessaires à cette activité. La taxe sur les concessions aéroportuaires, taxe aéroportuaire et taxe autoroutière, sur le fond, je me garderai d'en parler en détail. Je sais qu'il y a des sujets juridiques qui sont posés. Il ne m'appartient pas de les évoquer là-dessus. Je n'ai pas de compétences particulières. Je l'ai dit tout à l'heure, la question qui se pose, c'est celle que pose cette taxation particulière, qui s'appuie sur la rentabilité des sociétés concessionnaires, qui est aussi la résultante d'une évolution fiscale importante. Ça pose la question, j'ai dit, du partage de risques et d'organisation du partage de risques, de tous les risques qu'a affronté une concession. Et ça, pour le coup, là oui, en termes de réflexion et en termes du coup d'après et du coup de sortie, si je puis dire, là, la question est posée. Voilà. L'accord cadre pluriannuel, c'est effectivement, l'ART a publié un document sur le sujet très récemment. Les accords cadres pluriannuels sont importants, notamment pour des nouveaux, pour de nouvelles parties prenantes, pour avoir une visibilité sur leur sillon à long terme et ne pas dépendre tous les ans de sillons. C'est indispensable pour eux pour avoir une projection de plan d'affaires, comme on dit, soutenable, et donc de pouvoir avoir des financeurs avec eux, donc de pouvoir favoriser la concurrence. Et je pense que c'est un sujet qui, effectivement, est naissant. Il est assez naissant comme sujet, des cadres pluriannuels, et il me paraît une bonne piste, mais qui est complexe à faire vivre. Et enfin, je ne sais plus si j'ai insuffisamment noté des questions. N'hésitez pas à me le dire. J'espère vous avoir répondu le plus et le mieux possible. Monsieur Guimbaud, merci. Merci d'avoir répondu avec cette attention, ce sérieux aux collègues. Merci d'avoir pris ce temps. Et il va de soi que pour conclure, je vais laisser la parole à monsieur le rapporteur pour un petit mot de conclusion. Monsieur le rapporteur ? Oui, merci, Président. Oui, je vous remercie et nous vous remercions de l'ensemble de vos réponses. S'il vous plaît, chers collègues, même on écoute, si, s'il vous plaît, on écoute sur les monsieur le rapporteur. questions budgétaires, vous avez commencé à y répondre, mais je ne doute pas que nous aurons l'occasion d'en reparler ensemble dans cette enceinte si vous êtes désignés. Néanmoins, deux petits points, on va dire, un peu complémentaires. Vous avez une seule fois prononcé le mot sûreté, je crois, dans le propos. Et moi, j'aurais bien voulu vous entendre sur le rôle de l'ART en matière de sécurité et sûreté des modes de transport, premièrement. Et puis, deuxièmement, la question vous avait été posée, vous n'y avez pas répondu, pardonnez-moi. Est-ce que vous pourriez, du coup, en guise de conclusion, nous donner les 2 ou 3 recommandations que vos prédécesseurs ont pu vous faire ? Merci. J'avais effectivement pas répondu à cette question, c'est exact. C'était donc une conclusion ouverte pour finalement conclure, monsieur Guimbaud, je vous en prie. Je laisserai la conclusion, bien sûr, à monsieur le rapporteur. J'ai effectivement eu l'occasion de discuter avec, d'ailleurs, un échange très intéressant avec Bernard Roman, qui m'a donné un peu sa vision, et on a beaucoup échangé sur l'importance de l'ART, évidemment, de comment il l'avait piloté, du rôle éminent du président, qui est un membre du collège, mais qui est aussi le président, donc ça lui donne un rôle effectivement particulier. Et il a beaucoup souligné, vraiment notre discussion a été extrêmement dense et très sympathique en demeurant. Il m'a bien dit à quel point ça avait été compliqué pour lui aussi, parce qu'il n'était pas d'origine technicienne, si je puis dire, donc il a fallu qu'il rentre dans le dossier. Et il m'a dit qu'il a fallu 2 bonnes années pour bien maîtriser. Donc de continuer à jouer ce rôle à la fois de régulateur, dans tous les sens du terme, Expox, etc., et de tiers de confiance. Voilà, ça c'était un des sujets qu'on a beaucoup évoqué ensemble. Sur la question de la sûreté et de la sécurité, alors sachez que sur le plan de la sécurité ferroviaire, vous le savez, il y a un établissement public qui s'en occupe, qui s'appelle le PSF. Il y a un partenariat entre l'ART et le PSF. Je ne pense pas qu'il est légitime que l'ART soit moteur sur ces sujets-là, évidemment. Pour autant, ce partenariat joue, et c'est un point important. En ce qui concerne la sûreté, là, on est dans un domaine qui, pour moi, touche à la qualité de service quelque part, bien évidemment, et qui relève de sujets qui ne sont pas que des sujets de régulateurs, loin s'en faut.
puisque ce sont des sujets également alors à la fois bien sûr de la puissance publique au sens ordre public, et aussi du rôle donné aux opérateurs, puisque les opérateurs peuvent jouer un rôle de sûreté, de bon comportement, et c'est souvent dans les contrats passés avec les opérateurs que ces obligations-là transparaissent. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Monsieur Guimbaud. Je vais vous laisser partir, vous raccompagner. Et dans l'intervalle, je vais appeler nos deux scrutateurs, Madame Charlotte Gauchi-Bolognaise et Monsieur Damien Adam, pour procéder à organiser le vote.